changer les rôles? Ouais, parfois. Pourquoi ne pas inverser les rôles? Moi, dans le rôle de la dégameuse, et Philo dans le rôle de Caro, n'est-ce pas? Non, ça va, non, chacun. Alors, Philo, ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va bien, ça va super. Les gens s'attendaient à ce que même vous avez pensé que j'allais venir par là. Souvent, il faut changer. Justement. Voilà, souvent, faut même Parce que je vous ai vu sortir par là. Faut même pas avertir les cadreurs. Parce qu'un cadreur, c'est un chasseur d'image. C'est-à-dire, tu sautes, lui, il te prend. C'est les professionnels, ils ont montré, ils ont pu me cadrer, et puis c'est bon. Donc, j'ai testé un peu les techniciens, ils sont bien quand même. Avec Madame Dekao, c'est bien. Il y a de l'évolution, c'est bon, c'est très bon. D'accord, je vais vous demander, docteur Philo, tout de suite, de nous communiquer le thème du jour. Vous regardez dans mes fiches, et puis voilà, vous nous donnez le thème. Ah, les hommes. C'est bon, vous avez trop amusé. Ma boule, les Ivoiriens là. On a qu'à faire sérieux un jour. La conviction est la condition sine qua non. Hein? Moi, mon nom est déjà gâté, mais il reste à abîmer maintenant. Parce que même quand je dis vrai, on va crier, ils vont penser que c'est faux. Condition sine qua non, ça existe. Ça existe. Ouais. Alors, c'est une forme de conviction. Elle est convictieuse. Elle est quoi? Elle est convictieuse, ça existe. Non, Philo. Convictieuse, vous êtes sûr que ce mot existe? Oui, si ça existait, ça montre que combien de fois il y a eu manque de conviction dans l'élaboration du dictionnaire. Sinon, en temps normal, la conviction, ça existe. Donc, vous êtes une femme de conviction, ça vous rassure, vous êtes enthousiaste, c'est bon. Même dans le contexte juridique, quand on dit les pièces à conviction, les choses avancent, ça veut dire qu'on a eu des preuves palpables. Et donc, quand vous êtes une femme de conviction, vos choses avancent, vos affaires avancent, vous êtes enthousiaste, et voilà, et tout avance. Je veux dire qu'aujourd'hui, nos filles, je n'ai pas dit nos mamans, nos filles parlent trop. C'est ça, la conviction, la femme du caractère. Mais elles parlent trop, la conviction verbale. C'est trop, tellement elles sont affairées, surtout femmes qui abrègent. Elles ne gardent pas ces gros. Tout sort. Tellement elles sont affairées. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intérêt aujourd'hui? L'affaire, il a même là, c'est film. La maison d'à côté, tellement elle veut voir clair dans tout. Film, la maison d'à côté, la voisine d'à côté, la servante du voisin d'à côté. C'est les films d'affaires comme ça, là, elles aiment regarder. C'est de nouveaux films ou quoi? Oui, bientôt. Peut-être que les réalisateurs nous suivent et ils vont penser à cela. La servante du voisin d'à côté. Mon enfance sans papa, ça n'a pas été si difficile que ça parce que ma mère a comblé les deux places et elle m'a inculqué des valeurs très importantes, des valeurs du travail. Elle m'a toujours dit, le plus important, le premier mari, c'est le travail. Parce qu'en effet, quand elle a perdu son mari, elle était veuve à 21 ans. Donc, elle a appris que ce n'est qu'en travaillant... Elle était jeune. Elle était très, très jeune. Elle s'est mariée très jeune. Et elle a appris que ce n'est qu'en travaillant qu'elle pouvait me donner une éducation et me former pour que je puisse, moi aussi, affronter la vie à l'avenir. Donc, comme disaient nos mamans, je ne sais pas si les mamans d'aujourd'hui le disent, mais le travail, c'était le premier mari. Voilà. C'est vrai que cette phrase, on l'a beaucoup entendue de la part de nos parents. Et finalement, on se demande, est-ce que c'est une bonne formule? Est-ce que c'est une bonne façon de dire aux filles de prendre au sérieux leur travail? Personnellement, c'est ce qui m'a hantée. J'ai toujours voulu avancer et travailler parce que quand on dit le travail, c'est le premier mari, c'est-à-dire le travail vous donne votre indépendance financière. Je pense que les jeunes filles d'aujourd'hui sont malheureusement biaisées par tout ce qui est apparence avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc, elles pensent que la réussite, c'est uniquement le matériel. Mais au-delà du matériel, la réussite, c'est aussi un accomplissement personnel, réaliser ses rêves et se réaliser personnellement et surtout se former pour pouvoir atteindre ses objectifs de vie. Je pense que c'est ça la vraie réalisation d'une personne. Je dirais aussi que hommes ou femmes, parce qu'il y a aussi des garçons gigolos, hein, il faut dire les choses. Ah oui. Il n'y a pas que les femmes qui se font entretenir. Il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Ne dira pas le contraire. N'est-ce pas, docteur Même Philo? s'il ne l'est pas. Hein. Non, c'est une femme de conviction dans la c'est un peu difficile. Un homme ou une femme doit pouvoir avoir le minimum. Et comme on l'a vu avec nos témoignages, chaque fois qu'on disait qu'est-ce que c'est pour vous d'être épanoui, on veut être à l'aise financièrement, on veut pouvoir prendre soin de notre famille, on veut pouvoir appartenir, il y a le sentiment d'appartenance. Donc je pense que tout ça se rejoint. L'indépendance financière est très importante. Mais indépendance financière ne veut pas dire arrogance
vis-à-vis des autres, de sa famille, de son conjoint ou de son compagnon, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Pas parce qu'on gagne plus que l'autre peut avoir une période où il gagne moins, où il peut avoir une période de vide. On doit se soutenir. En dehors de vos valeurs de travail, vos convictions reposent sur quoi? Tournent autour de quoi en réalité? Mes convictions reposent sur la solidarité. La solidarité aussi féminine. Je crois beaucoup en la solidarité féminine. Je pense que je ne crois pas seulement aux choses, mais j'essaie d'appliquer les choses auxquelles je crois. Parce que souvent on a des valeurs, mais souvent on a du mal à faire ce qu'on pense et faire ce qu'on dit. Souvent on dit fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Tout à fait. Mais là j'aimerais, comme on dit en anglais, walk the talk. Marcher et faire ce en quoi je crois. Donc la solidarité féminine. Je ne le faisais pas parce que je pensais que c'était... Je faisais instinctivement. Quand je recrutais, je donnais la chance à des jeunes femmes. Par exemple, je prends le cas du Congo-Brazza. Des jeunes femmes, je ne regardais pas si elles avaient... Quand je fais un entretien, pour moi, la formation est importante, mais aussi le potentiel de la personne est important. Moi, je peux me targuer et être fière de dire que quand j'ai recruté à Brazzaville, j'ai recruté pratiquement que des jeunes qui ont fait leurs études au Congo. Je n'ai pas fait des jeunes qui ont fait des diplômes à droite, à gauche. Il y a des jeunes qui ont fait de très bons BTS, des masters localement, qui étaient meilleurs et qui avaient plus de vision que les gens qui ont fait des études locales. Et les jeunes femmes que j'ai recrutées aujourd'hui, il y en a certainement qui me suivront, même si elles ne sont pas à Abidjan. Il y en a parmi elles, beaucoup qui sont devenus directeurs et directrices. Donc ça, pour moi, c'est important, ce qu'on appelle le empowerment. Ici même à Abidjan, dans certaines associations, je fais du mentoring pour des jeunes femmes. On m'appelle, puis ça ne me dérange pas, je partage l'expérience, je leur donne des conseils comme je peux. Parce que je pense que quand tu as déjà marché le chemin, tu dois aussi montrer à l'autre comment il peut avancer sans tomber. Il peut tomber de temps en temps, mais peut-être que si on l'aide, on lui tend la main, il peut se soulever plus rapidement. Donc je pense que ça, c'est très très important pour moi comme valeur. Quelle serait selon vous la définition exacte d'une femme accomplie? Pour moi, une femme accomplie, c'est une femme qui est bien dans ses choix, qui assume ses choix, quels qu'ils soient, et qui assume, même si ce ne sont pas forcément ses choix, qui assume sa situation. Parce que quand je dis ses choix, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. La société va les stigmatiser, mais des fois elles veulent, mais elles ne peuvent pas. Mais il faut accepter. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, il ne faut pas en faire une maladie, ou il faut faire un travail sur soi, on ne peut pas accepter du jour au lendemain, il y a un travail sur soi à faire. Une femme accomplie, c'est une femme qui a choisi de s'occuper de ses enfants, d'être à la maison et qui est bien dedans. Si elle est bien dans son choix de s'occuper de ses enfants, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un problème si son mari s'occupe correctement d'elle et qu'elle est bien dans son choix. C'est son choix. Pourquoi est-ce que quelqu'un va venir de l'extérieur la regarder de haut? Ah, toi, tu ne travailles pas, donc... Non, on a eu nos mamans, des grands-mères qui n'ont pas forcément travaillé, qui nous ont très bien élevé, nos parents qui ont élevé les gens. C'est ça une femme accomplie. Une femme accomplie, c'est si elle veut aller au travail. C'est son choix. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien dans son choix, mais il faut qu'elle assume ses choix. Comme je dis, une femme accomplie, ça peut être aussi une femme qui est dans un mariage polygame et qui assume le fait d'être dans un mariage polygame. Mais si elle n'assume plus, pour moi, elle n'est plus accomplie. Parce que si tu as choisi quelque chose et tu te plains tous les jours, soit tu pars, soit tu te donnes les moyens de partir, mais tu ne fatigues pas ton entourage. Vous avez eu un parcours informatique, parce que vous avez parlé d'informatique, et vous êtes aujourd'hui blogueuse aussi, et vous parlez de virtuel dans votre livre. On sait qu'aujourd'hui, le virtuel est un peu perçu différemment par nos parents, par la société, parce qu'on se dit que c'est un lieu de dépravation. Quels conseils, on va dire, pouvez-vous donner à toutes ces jeunes filles là, afin qu'elles fassent du digital une source de revenus, comme vous le faites? Le digital, c'est un outil. C'est un outil, mais il faut pas être esclave de son outil. Le digital, les Américaines, qu'est-ce qu'elles font? Les blogueuses américaines, quand elles se mettent avec les habits, vous les voyez, elles sont sapées, elles sont comme ça, tout ça là. On leur a donné les habits cadeaux. Elles représentent des marques. Toi, tu vois ta camarade, elle a mis un habit. Non, c'est toi seul qui veux aller faire tout pour avoir la même chose que ta camarade. Alors que tu ne sais pas comment elle a fait pour avoir. Donc, je pense qu'il faut garder en esprit que c'est un outil. Les réseaux sociaux sont des outils qui permettent de véhiculer certaines choses. On peut vendre, il y a des jeunes dames que je vois, il y a des groupes sur Facebook, les reines du shopping, je sais pas quoi. Voilà. Des jeunes dames qui font leur commerce là-bas, elles gagnent leur vie. Il y a des gens qui s'expriment. Les textes, moi, quand j'ai commencé à vraiment mettre mes textes à l'extérieur, c'était sur mon blog. Ça fait 10 ans que j'ai le blog, qui était plus connu, comme je dis, chez les anglophones, parce qu'il est plus en anglais qu'en français, comme le magazine. Donc, l'outil digital doit être un outil pour soit partager avec ses amis,
soit se valoriser, soit partager son art. Il y a beaucoup de femmes qui sont stylistes, qui partagent ce qu'elles font. Donc, c'est un outil, ce n'est pas quelque chose où on va voir ses amis et puis dire « oui, je veux ce qu'elle a ». Non, je veux ce qu'elle a peut-être, mais je veux ce qu'elle a parce que peut-être qu'elle a travaillé dur. Comment elle a fait pour avoir ça? Il faut se poser les questions. Parce que tous les exemples ne sont pas des bons exemples. Il y a des exemples qui sont des fakes, comme je dis. C'est la gloire, la réussite apparente, mais derrière, il n'y a rien. Il y a beaucoup de mauvais exemples sur les réseaux sociaux. Un peu trop, à mon avis. D'ailleurs. Allez, il faut faire semblant, il faut dire à Philo que quelqu'un veut toucher sa voiture. Il n'a qu'à venir déplacer sa voiture. Donc Philo, toi tu as peur. Tu as peur de quelque chose? Non, mais c'est une réaction, c'est tout normal. Il va s'expliquer. Bon, je reconnais comme tout être normal. Il ne faut pas te justifier. Non, non, attends, je suis un être humain, je ne peux pas voir un truc comme ça, je ne sais pas. Mais en temps normal, ça, si c'était au moins le serpent dans la voiture, ça effraie. Mais en brousse, ça n'effraie pas. Si c'était en brousse, j'allais le tuer. Mais je me dis qu'en ville, ça dans peut la voiture, tu peux un peu serpent quand il est dans la voiture. C'est un sorcier, quelqu'un qui sait. Non, les gens vont me comprendre. Bon, il reconnaît, mais c'est fait plaisir. Mais c'était naturel. Les Ivoiriens en France ne sont pas trop solidaires. Voilà, ils ne sont pas solidaires dans la mesure où, quand moi j'ai créé ma boîte de production, les difficultés que j'ai commencé à rencontrer, c'était au niveau de nos CD et DVD qui étaient recopiés par les Ivoiriens eux-mêmes. Donc à chaque fois qu'on sort une œuvre qui fonctionne, ils recopient derrière et ils le revendent moins cher que nous. Donc ça nous a créé des difficultés pendant presque une dizaine d'années. Et financièrement parlant, ça commençait à être difficile. Et en même temps, ce qui nous a sauvés aussi, on a eu l'évolution et le changement de l'analogique au numérique. Voilà. Donc, on est passé au système de téléchargement. Après, il faut avoir des connaissances et des capacités. Donc, à partir de là, on n'a plus eu affaire aux pirates. Comme maintenant, c'est de la technique intellectuelle sur le plan informatique et tout ça, c'est comme ça qu'on a pu évoluer tranquillement, quoi. Les avis sont un tout petit peu partagés parce qu'il y en a qui disent ou qui prétendent que les Ivoiriens sont solidaires. Ça dépend peut-être de la ville ou du pays où on se trouve. Et il y en a d'autres qui disent que les Ivoiriens ne sont pas du tout solidaires. Bon, vous, apparemment, vous avez vécu de mauvaises expériences avec les Ivoiriens. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? Quelle est votre analyse? Après, moi, je pense que c'est des choses qui ont été faites et constatées.
D'accord. Là, je ne viens pas sur le plateau pour dire des choses pour dénigrer ma propre communauté. Ça fait près de 20 ans que je suis en France. Je sais de quoi je parle. Voilà. La preuve en est que les difficultés continuent toujours. Aujourd'hui, les gens sont partis. On n'a plus le courage de vouloir les aider. Parce que quand vous voulez aider vos propres frères, c'est eux qui vous mettent les bâtons dans les roues. Voilà, je vais donner un exemple tout simple aussi. J'ai été le premier Ivoirien à monter un centre de formation sur la coiffure africaine. Parce qu'on sait très bien que la coiffure africaine existe depuis des années, mais elle n'est pas matérialisée par un diplôme. Elle n'est pas aussi reconnue sur le plan international. Donc, moi, j'ai eu cette idée-là de monter la structure. J'ai mis 4 ans avant d'avoir les autorisations. Ça a été publié officiellement au mois de novembre 2017. OK. J'ai recueilli des Ivoiriens qui ne savaient rien faire de leurs 10 doigts. Je les ai formés. Bon, après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que... Ça n'a pas marché. Voilà. Ces mêmes Ivoiriens ont commencé à me mettre les bâtons dans les roues. Comment? Je m'explique. On a un carnet d'adresses où on met tous nos clients. Ils ont récupéré ce carnet d'adresses et ils vont coiffer les gens chez eux. Donc, du coup, sur le plan financier, on a c'est pas du tout loyal, voilà, ça. Voilà. Donc, c'est des exemples comme ça. Après, il y a eu plusieurs choses. Donc, ce serait mieux que les Ivoiriens s'entendent. Chez les autres communautés, comment elles se comportent au niveau de la France? Je vais prendre l'exemple des Sénégalais. Voilà. Une fois, il y a une dame qui est venue dans mon centre de formation pour venir inscrire sa fille pour faire de la formation. Elle a tellement apprécié ce que j'ai mis en place. Elle avait une association qui récompensait les jeunes Africains de la diaspora qui ont réussi. Voilà. Donc cette dame-là m'a invité et elle m'a remis un tableau d'honneur en tant que jeune Africain qui se débrouille très bien en France. Voilà. Et j'ai remarqué que pendant l'exposition de cette femme-là, il y avait beaucoup de Sénégalais. Et ils étaient vraiment unis. Quand je prends aussi l'exemple des Camerounais, ils sont unis. Quand vous allez dans les restaurants camerounais, vous trouvez tous les Camerounais qui sont assis là. Ils discutent, ça rigole, ça boit, tout le monde est content. Mais quand vous allez dans un restaurant ivoirien, c'est la bagarre. Puisque votre rêve, c'est de voir la solidarité régner au sein de votre communauté, vous les avez approchés pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne et qu'est-ce qu'il fait tourner la machine. Après, ça se voit, vous savez, quand les gens s'entendent, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça dépend, ça se voit dans la manière de se comporter et tout ça. Donc, au niveau des Ivoiriens, c'est différent. Ça se voit, mais il y a forcément une base. Non, moi je pense que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Quand vous prenez par exemple les Sénégalais, un Sénégalais en dehors du Sénégal, quand il retrouve son frère sénégalais, c'est son frère sénégalais. C'est pas parce qu'il vient d'un autre village. Un Camerounais, quand il retrouve un Camerounais à l'extérieur, c'est son frère camerounais. Un Zaïrois aussi, pareil. Mais un Ivoirien, quand il retrouve son frère à l'étranger, ce n'est pas son frère, c'est son ennemi. Donc moi, je pense qu'il y a une éducation de base et il faudrait que la jeunesse d'aujourd'hui essaie de s'inculquer ce genre de comportement-là. Il faut toujours respecter son frère, même s'il n'a pas la même ethnie que nous. Sans vouloir justifier l'attitude de ces personnes-là, vous, par exemple, vous avez été victime de certaines pratiques, on va dire, injustes. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ceux qui refusent de s'associer ou d'aider les autres, c'est parce qu'ils ont été eux aussi victimes quelque part de ce genre d'exaction? Oui, moi je pense. Je prends mon cas aujourd'hui. À force de vouloir aider, on me met les bâtons dans les roues. Donc maintenant, j'ai décidé de ne plus aider. Voilà, c'est tout simplement ça. Est-ce que le problème n'est pas à votre niveau? Parce que c'est vrai, vous le dites, nous, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens sont solidaires. Moi, je suis surpris, hein, parce que déjà l'année dernière, il y a eu un forum des Ivoiriens de l'extérieur qui a été organisé ici, un forum de la diaspora, où il y avait un thème, la diaspora ivoirienne à l'extérieur, 32e région de la Côte d'Ivoire, on a vu ça, on était heureux. Est-ce que le problème n'est pas à votre niveau? Après, il faut savoir une chose, que c'est maintenant que ça commence. Les gens ont commencé à comprendre tout doucement. Ces réalisations que vous dites là, ça date de pas longtemps. Voilà. Moi, je parle de quelque chose qui date de très très longtemps. Et ça ne peut pas dépendre de nous forcément parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes des faiseurs de stars. Donc, quand on fait la promotion d'un artiste, on parle bien de lui, on le vend. On est bien d'accord. Quand on investit sur un artiste, c'est pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour perdre.
Mais le seul problème qu'on a avec les artistes, dès qu'ils commencent à être connus, ils prennent la grosse tête. Vous avez généralisé pour dire que les Ivoiriens en Europe ne sont pas solidaires, alors que vous êtes dans un domaine bien précis. Et en France, tous les Ivoiriens ne sont pas forcément dans le secteur de la musique ou du showbiz. Qu'est-ce que vous faites pour que les Ivoiriens en général, je veux dire que ce soit la tante qui est là-bas, qui vend son poisson, qui est infirmier, enfin les Ivoiriens en général, retrouvent, voilà, vigile, enfin, peu importe, retrouvent cette solidarité, apprennent à redevenir solidaires, surtout pour des gens qui ont été blessés comme vous, il y en a des milliers. Voilà, après nous organisons des concerts, des spectacles. On organise aussi des soirées associatives. Donc ça permet de faire revenir tout le monde et puis on a des échanges. Donc c'est sur ce genre de concept-là que nous sommes partis pour l'instant. Donc il y a plusieurs associations qui sont mises en place et au fur et à mesure on se donne les mains pour pouvoir réussir ce coup-là. Et surtout s'inspirer de d'autres communautés, hein, telles que la communauté chinoise. Elle est tellement soudée que c'est vraiment impossible de pénétrer dans leur système. Hein. Voilà. Voilà, on ne va pas tout déballer, mais franchement, les Chinois au niveau de la France, c'est une grosse machine. Ils sont impressionnants. Impressionnants, il faut le dire. Quand vous arrivez dans leur communauté, vous ne pouvez même pas savoir qui est le grand frère, qui est le petit frère. Et vous n'allez pas savoir qui est décédé même. Il ne meurt jamais. Franchement. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est bon. On parle d'hospitalité, on est hospitalier, on est bien, on n'est pas méchant. Nous, on est ici, donc, on est bien. si on arrive à l'extérieur, on est obligé de montrer l'amour qu'on a eu l'habitude de manifester chez nous. Alors, je profite donc de cette occasion pour lancer un appel à tous les Ivoiriens de la diaspora. Il n'y a vraiment pas intérêt à être désunis. Unissons-nous, qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit ailleurs. Soyons ensemble et nous allons évoluer. On a beaucoup de talent. Non, parlons de talent. Je ne sais pas qui pourrait rivaliser avec la Côte d'Ivoire. Ça, faut le dire. Non, à tous les niveaux. À tous les niveaux. On est intelligent. On a du potentiel, mais tant qu'on sera divisé, il nous sera impossible d'aller très loin. C'est tellement difficile de perdre le socle. Et puis c'est le Mali, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés, c'est grand, c'est pas facile. Côte d'Ivoire, 322 000, on peut prendre un griot, on peut retrouver. Le Mali, il y a des aides dedans, plus d'1 million de kilomètres carrés. 1 million 300 et quelques kilomètres carrés, c'est grand, le désert, tout est vaste. Et puis les soeurs, c'est difficile. C'est ta soeur, quand elle est avec toi, ça fait mal. Elle est avec toi, même quand tu veux sortir la nuit, c'est ta soeur, t'appelle, ah, faut pas fermer la porte, il est réveillé. Donc ça fait mal. Et même quand tu vas à un rendez-vous, le monsieur est le soir, tu ne veux pas rester avec là-bas, tu prends ta soeur pour l'accompagner. Donc ça lui fait mal aujourd'hui. Vous allez retrouver vos soeurs. Mais en même temps, je vais même pas t'inverser là-dessus. Hein. Moi, je vais profiter. C'est le Mali. Le Mali est grand. Je vais profiter pour passer un message en Bambara. Le Mali est très grand. 1 300 et quelques kilomètres carrés. On va faire comme la télévision malienne. Du Mali, là. Oui, avec votre permission. On va faire comme la... Oui, allez-y très rapidement, docteur Philo, s'il vous plaît. Les semaines, on fait tout complet, puis on se promet fête là, ça fait mal. Bon. Ah, madame, assalamu alaikum, on va télévision malila bi ala ka dunya tem sa sugu do sira ko melani ko se ala yoro nan diga la ka saka demso nan tuna maleba ko na ka tam mopti ka de tumoti ka ji ka bo ko fa ka bo kurban ka diga la demso ko kula jala akela nya wala demso wa voilà. Il est bon, il a 10 sur 10. Philo, non, il est bon. Le message est passé. Coucou Hélène, la dirabi du moment, bienvenue dans Chap Chap. Hélène ou Namasti? Hélène. Miss ou mannequin? Mannequin. 2015 ou 2018? 2018. Défilé ou posé? Posé. Algérienne ou ivoirienne? 200% les deux. Ça, je peux pas choisir, c'est comme si tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère. Couscous ou attiéké? Couscous. Beurre de karité ou huile d'olive? Les deux. Paris ou Abidjan? Les deux. Non, Paris ou Abidjan, je peux pas choisir. Les Saintes en Guadeloupe ou Assigny? Assigny. Maillot de bain, une pièce ou deux? Une pièce. Cocktail ou champagne? Cocktail. Beyoncé ou Alicia Keys? Alicia Keys. Caris ou K-Black? Je sais pas. Bon, K-Black. K-Black. Je l'aime beaucoup humainement. Ouais, K-Black. Elle Magazine ou Life Magazine? Je dirais Life parce que je connais plus. Woodine ou Fila? Tu vas mettre dans les problèmes. Si je veux travailler encore pour eux, je fais comment?
En couple ou célibataire? C'est ça la question piège. Attends, toujours en couple. Même célibataire, je suis en couple. Garçon romantique ou bad boy? Bad boy. Garçon qui paie ou 50-50? Garçon qui paye. Casanière ou jet-setteuse? Casanière. Resto 5 étoiles ou chill en tête à tête? Chill en tête à tête. Jalouse ou indifférente? Indifférente. Celle qui boit en soirée ou qui conduit? Aucun des deux. Celle qui danse. Ça va. Le blog. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blog? À quoi ça sert? Et justement, quels sont ces blogueurs ivoiriens que vous devez absolument découvrir si ce n'est pas encore fait? Alors, un blog, c'est tout simplement, si vous voulez, votre journal intime que vous décidez de mettre sur la toile. Vous avez une passion, Alucène Sidi, par exemple, des expériences. Docteur Philo, la musique peut-être. Moi, je dis la mode. Vous allez écrire un blog, justement, sur ce qui vous passionne. Donc, c'est votre avis, c'est votre expérience avec votre passion. Et vous allez créer une communauté, donc des personnes qui sont passionnées de la même chose, qui vont se retrouver dans cette communauté-là. Alors, concernant les blogueurs ivoiriens que vous devez découvrir absolument, il y a Yeni Gigi, qui est très connue d'ailleurs. Elle, en fait, elle fait un blog Société. C'est d'ailleurs la présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Elle est écrivaine, aujourd'hui à la tête d'une agence littéraire, et elle a même édité un livre pour enfants. Yeni Gigi, qui a une plume extraordinaire. Ouais. Pour tous ceux qui ont pris la peine, en tout cas, ou sinon qui vont découvrir sa plume, juste extraordinaire. Et après, vous avez Ophélie Talmas, pour ceux qui sont attirés par l'art et la culture. Elle est vice-présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Elle a un site à elle. Le site, c'est cultureriche.com. Et là, vous allez parler de culture. Donc, elle va voyager, culture d'ici et d'ailleurs. Toutes ces expériences, tout ce qui touche à la culture, eh bien, vous allez pouvoir trouver ça sur le blog de Ophélie Talmas. Pour les férus de mode, on a Fantastique, une blogueuse mode qui est très, très en vogue. Franchement, elle a la cote en ce moment. Sur le blog de Fanta, évidemment, Fantastique, elle a créé également son média Fall in Mode, qui est un webzine qui va parler de mode. Donc, pour toutes les filles qui adorent tout ce qui est nouvelles sorties mode, le blog de Fantastique. Et évidemment, on ne peut pas parler de société et tout ça. Il y a aussi des blogs de politique. Et là, c'est l'affaire de Marie-Emilienne Adiko, qui a également un blog politique et de civisme. Vous avez également Chanté Mireille, qui a un blog de littérature. Et d'ailleurs, elle a fait une très, très belle action. Elle a ouvert une bibliothèque à Yopougon. Voilà, en ce moment, on trouve que les jeunes ne lisent pas assez. Et je trouve que c'est une belle initiative quand même. Et je pense que tout le monde devrait faire un tout petit peu comme elle. Et pour ceux qui sont férus de technologie, vous avez Bissiru Radji, qui est l'hypnotiseur qu'on a découvert évidemment dans le Club C'est Midi, qui est également blogueur. Et Daouda Koulibaly, journaliste indépendant, également blogueur sur la politique. Il y a deux nouvelles qui sont rentrées dans ce monde-là, que j'ai envie vraiment, à qui j'ai envie d'apporter toute mon énergie et tous mes encouragements. Alors, il y a Abidjanista, qui est une blogueuse mode, qui a un style assez trendy, je trouve, un style qui est accessible. Et je pense que toutes les filles pourraient se reconnaître en elle. Et voilà, elle est toute nouvelle dans ce milieu-là et on l'encourage. Et enfin, les passionnés de cuisine comme moi, ceux qui aiment la bonne bouffe, ceux qui aiment bien manger. On a Eve Oura qui a sorti, qui a dernièrement créé son blog. J'ai pensé que vous allez dire ceux qui aiment bien préparer, enfin cuisiner. Bah, s'il y a des gens qui cuisinent, il faut bien des gens pour manger. Et rapidement, pour savoir que le blog, de plus en plus, surtout aux États-Unis, ça commence à prendre des proportions énormes. Les gens arrivent vraiment à se réaliser à partir de leur blog. Et d'ailleurs, l'un des plus riches blogueurs au monde, c'est un Américain. Il a 32 ans, il a créé son premier blog seulement à 19 ans. Ça lui rapporte environ 348 millions de francs CFA par mois. Wow. Voilà. Et on va me dire, c'est que des blancs. Non, on a également une Nigériane que tout le monde connaît, Linda Ikeji, qui est une Nigériane qui a son blog, qui parle de société, de divers, voilà. Elle, son blog lui rapporte quand même environ rapidement 3 milliards de francs CFA par an. Mighty God. Ouais. Ici, on a encore un tout petit peu loin, mais je pense que dans quelques années, ça va exploser. Donc, vous pouvez vous y mettre. Moi, je vais y penser. Je choisis encore mon thème. Danser notre révolution. Quoi, soit tu veux d'être, tu veux de moi. Soit tu veux d'être, soit tu veux d'être, tu veux de moi. Soit tu veux d'être. Je vais passer par tous les moyens de m'avoir que je devienne ta destinée. Aïe, aïe, et fonder notre foyer. Que je suis à toi, tu préfères aller dehors, trouver une nouvelle qui devient ta femme de joie. Je comprends pas toutes ces histoires, pourquoi tant de
manipulation. Aïe aïe, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? J'ai tout donné pour toi, je me suis mise en confiance pour toi. Aujourd'hui tu as préféré me tourner, pourquoi aller voir dehors? Soit tu veux d'elle, tu veux de moi, soit tu veux d'elle. Jean-Michel brille par son talent, mais également par ses vêtements. Voilà. Jean-Michel, chaque vendredi, j'ai juste envie de dire que les costumes et lui, c'est une vraie histoire d'amour. Hein. On ne sait pas, pour cette nouvelle saison, tous les vendredis, il nous sort un nouveau costume. Et je pense qu'il doit se réveiller tous les matins en se disant, alors, qu'est-ce qu'il va faire jaser aujourd'hui? Déjà lundi. Il me dit, non, lorsque je choisis mes vêtements, je me dis, comment est-ce que je vais être un tout petit peu décalée? Comme mes bios décalés. Je dis Jean-Michel, c'est fort. Chaque semaine, on a droit à un nouveau style. Et ce qui est bien, c'est qu'il ose des choses. Il est un tout petit peu décalé, il prend des risques, il ne respecte aucune règle, il est complètement déréglé. Non, mais c'est vrai. Ouais, bah, regardez sur cette photo. Alors, Jean-Michel nous met un pantalon à rayures. Il faut vraiment aimer. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas passer inaperçu. Et cette cravate miroir, je l'ai surnommée la cravate miroir, mais c'est-à-dire il nous fait des agencements de couleurs. Et pour cette saison, il est absolument fan des fleurs. On ne sait pas, The Flower, c'est son nouveau. On va passer à la photo suivante. Donc les costumes, les fleurs, les motifs, quand il y a pas de fleurs, voilà. C'est un petit arbre. Non mais regardez, attendez, la photo avec la chemise où il y a un peu de bleu, il y a un cordon, c'est-à-dire il n'y a pas de bouton, il y a juste un cordon à la Jean-Michel Honin. Il faut s'appeler Jean-Michel Honin pour faire ça. Moi, j'aurais jamais pensé. Et franchement, moi j'adore le costume du milieu. Ouais. C'est très très joli. Franchement, le mec, il a quelque chose. Le costume du milieu a vraiment beaucoup d'allure. Ah oui, il en jette, il est hyper classe. Et l'élément déclencheur, celui même qui fait la différence, faites un tour sur la page Facebook de Jean-Michel Honin, c'est poses. Est-ce qu'on peut voir la photo suivante? Les poses de Jean-Michel Honin, attendez quand même. Si ça, c'est pas la classe. Ça, c'est la grande classe quand même. Et... Non mais... Et il a même essayé une fois de nous mettre un nœud papillon en bois et une pochette en bois. Mais même Éloi Sessou, le grand Éloi Sessou, n'est pas capable de faire ceci. Alors pour plus de photos, faites un tour sur la page Facebook de Jean-Michel Honin, également sur son Instagram pour voir toutes ces photos et toutes ces poses que je vais bientôt tricher d'ailleurs. Voilà. Elle a connu beaucoup de moments difficiles parce qu'étant tombée enceinte très tôt, à l'âge de 14 ans, elle a connu le rejet. Et il y a des personnes qui nous regardent et nous voulons dire qu'au-delà des erreurs qui peuvent détruire la vie, le rejet encore plus. On ne peut pas imaginer à quel point ce n'est peut-être pas visible, mais le rejet est véritablement, comme le disait quelqu'un, une puissance qui détruit les vies. Et c'est ce qu'elle a vécu. Et c'est ce qui a conditionné un tant soit peu sa façon d'évoluer, parce qu'il y avait un manque, justement. Et Yasmina nous confiait qu'elle était très naïve avec les hommes, parce qu'elle était toujours en train de chercher l'amour, l'affection chez les hommes. Et le résultat, c'était la déception. Donc vous êtes allé de déception en déception. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression que le diable envoyait des personnes pour venir casser ma vie au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, ça m'a poussée dans une énorme colère. C'est vrai que beaucoup de femmes sont déçues dans cette vie, mais chacune a sa particularité. Il n'y a pas de comparaison à faire. D'abord, chacune a sa vie, son vécu et tout, et donc il n'y a pas de comparaison à faire. Donc moi, j'avais ma façon de supporter la chose, et puis je dis pour moi que c'était trop. Et qu'est-ce qui vous donnait la force de tenir? Où est-ce que vous puisiez cette force-là? L'espoir, je continuais de rêver, en disant que je vais rencontrer un homme qui m'aime, qui est doux. J'espère que cet espoir-là ne s'est pas éteint. Non, j'ai eu des moments où j'y croyais plus. J'ai même dit que j'allais faire vœu de chasteté. Rester comme ça parce que peut-être que c'est pas fait pour moi. Donc je vais plus penser à un homme dans ma vie. Je vais plutôt me canaliser sur d'autres choses, garder cette énergie sur d'autres choses, mais ça ne sert plus à rien. Pour moi, c'était un moment, c'était fini. Et après, il y a un esprit qui est remonté à la tête en disant non, ça vient, attends.
Votre fille Esther, jusqu'où êtes-vous prête à aller pour Esther? Jusqu'où? Il y a une chose que... Mais ça, c'est une chose qui m'est passée. Une fois, j'étais en train de me dire, si je dois me sacrifier ma vie pour la voir réussir dans toute sa splendeur et pouvoir être cachée tous les jours, cette âme-là, qui n'est plus de ce monde, enfin, qui est quelque part dans ce monde et qui voit sa fille être heureuse tous les jours. Je donnerais ma vie. Mais je voudrais juste avoir la possibilité de pouvoir la voir quand elle se douche, quand elle mange, quand elle se déplace. Même si je ne suis plus en vie, je veux participer à son quotidien. Je ne veux pas être morte et puis c'est terminé. Donc ça, c'est un truc qui m'était venu en tête. Après, j'ai dit non, je veux vivre et puis voyager avec ma fille, faire des croisières, vivre plein de choses. Et ça a été difficile et douloureux de ne pas pouvoir vous réaliser à travers elle, parce que le rêve, c'était de voir Esther devenir Miss Côte d'Ivoire. Oui. Et ça a été le déclenchement d'une grande dépression. Une grande dépression. Une grande dépression. Quand Esther n'avait jamais elle-même pensé ou alors vraiment voulu s'engager pour participer à ce concours. C'est moi qui l'ai poussée. J'ai dit, il faut que tu te présentes, il faut que tu te présentes et tout. Elle ne voulait pas parce qu'à l'époque, elle était très, très, très mince. Donc, elle ne voulait pas. Elle me dit, maman, être Miss, c'est pas quand même être trop mince comme ça. Il faut que j'ai un peu de forme. Hein, Je dis, non, c'est pas vrai. Telle Miss, là, Aïssa Tadia, 2013, puisqu'elle a fait en 2014. J'ai dit, elle est toute mince, vous êtes pareil. Elle me dit, c'est pas vrai, tu l'as pas bien vue. J'ai dit, si, c'est pareil. Alors, j'ai insisté pour que Esther accepte de participer. Pour moi, je lui ai dit, écoute, on nous a trop humiliés, on nous a trop rejetés, on a été toujours, je sais pas, dans le noir et tout ça, ça suffit, quoi. Je veux enfin que la vie nous reconnaisse, je veux enfin que tu deviennes... Je veux te voir réussir. Je veux enfin qu'on dise l'enfant maudit qu'on a traité là, que j'étais là. J'ai sorti une reine. Je veux. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Et ça s'est très mal passé, il faut le dire. Et vous avez été, on va dire, la risée des réseaux sociaux après le scandale vis-à-vis de Victor Yapobi. Et voilà, les choses sont parties comme ça en branle. Et là, vous allez faire une dépression. Et on va voir des photos de nus de vous sur Facebook. Vous l'avez vraiment très, très mal digéré. Et vous nous avez confié que vous regrettez vraiment ces actes que vous avez posés. Ouais. Je n'ai pas accepté la défaite. Je n'ai pas accepté parce que je ne dormais plus. Quand la compétition a commencé, je ne dormais plus. Je ne partais plus travailler. Je restais nuit et jour sur les réseaux sociaux pour demander aux gens de voter ma fille. Votez Esther, votez Esther. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je me souciais de chaque chose dont avait besoin Esther. J'arrêtais pas de lui faire des mandats, des mandats. Maman, j'ai besoin de ci, j'envoie. Je ne voulais pas que ma fille manque de quelque chose. J'ai tellement investi que je n'ai pas accepté. Non seulement je ne dormais pas, j'étais épuisée quand je suis arrivée à Abidjan. J'étais vraiment fatiguée. Avant ça, j'avais vécu une arnaque, juste avant de me déplacer. Je ne connaissais pas les réseaux sociaux et j'ai commencé à discuter avec un jeune homme qui s'avère après être un brouteur. Moi, je ne savais pas ce que c'est que brouteur. Donc, juste avant de venir, j'avais envoyé 2 millions de francs CFA à une personne avec qui je discutais au bout d'une semaine. Je lui ai envoyé cet argent parce qu'il m'a dit qu'il en avait besoin et je le trouvais tellement gentil. Et je croyais, je me disais c'était vraiment un footballeur parce qu'il le disait. Donc, j'ai envoyé cet argent. Il me disait, oui, tu ne peux pas comprendre tout ce que je vais te donner. Je vais t'acheter la dernière voiture que tu veux. On va vivre dans une grande maison. Je gagne bien dans mon club. Et il était mignon, charmant. Et puis voilà. Voilà. Donc déjà, tout ça mis ensemble... J'étais fatiguée. Oui, vous étiez très fatiguée. Oui. Nous, on vous comprend. On comprend ce que vous avez vécu depuis votre enfance
jusqu'à maintenant, vos rêves qui ne se sont pas réalisés, votre envie de voir votre fille réussir et qui était peut-être à 2 doigts de le faire et cela ne s'est pas réalisé. Donc c'était très difficile, ça a été amer pour vous. On n'ose même pas imaginer. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui c'est vraiment difficile de juger les gens par juste les actes qu'ils posent. Il faut aller en profondeur. Et aujourd'hui, si vous ne nous aviez pas donné l'occasion de vous écouter, de vous entendre, on ne saurait pas ou on n'aurait pas su ce que vous avez vécu par le passé. Comme je suis le président de la Chine, c'est-à-dire la Eurogang populaire, car il n'y a aucun artiste qui a plus de fans que le Chinois que je suis. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je rappelle, vous allez accompagner Arafat quand même, il s'en va. Non mais attends. T'as pas dit que je ne vaux rien, maintenant tu danses. Non, il va pas s'en aller comme ça, c'est mon gars, il n'y a rien. Ok, voilà. Bon. Afa peut pas s'en aller comme ça, c'est facile, non? C'est trop facile là. Yoro, c'est mon frère, c'est la famille, il n'y a pas d'ancienne famille. Hein. La famille reste la famille. Ou bien, la famille reste la famille. Ou bien, les Maliens n'ont pas non. Voilà, c'est vrai que Yoro, à un moment donné, il a attaqué l'émission. Vrai ou faux? Vous avez vu sur les réseaux sociaux? Mais c'est la famille, il est là. C'est la famille, l'enfant là. Il est égaré comment? Il retourne à la mer. Donc Yoro va faire un sport pour ce midi. Vous êtes d'accord? Oui. Le sport. C'est pas moi. Voilà la star, c'est l'artiste, c'est lui qui a l'inspiration. Si vous donnez un micro de bail comme lui, je ne pourrais pas. Yoro va faire son sport pour ce midi. Donc on compte à 3. 1, 2, 3. Vas-y. Samedi, c'est la meilleure émission. Tout le monde regarde samedi. Et samedi, les amants. Alors, non, mais j'ai fait trop de conneries. J'ai volé les bouteilles de gaz à la psychologie. J'ai tout, je sais pas qu'est-ce que j'avais sur bouteille de gaz au fait. Je peux voir écran placement, je laisse, je prends bouteille de gaz, je vais avec. Je vends et c'est un plaisir. Quelqu'un qui ont acheté à 25 000, je vends à 4 000 francs. Et puis c'est un plaisir pour moi, puis je suis heureux. Et je vois la malheureuse femme en train d'aller acheter du charbon de bois et je suis content. J'ai dit c'est moi qui ai fait victime, c'est ma victime qui est là et c'est une fierté. Mais c'est pas bien, moi je dis c'est pas bien. Mais heureusement, je vais dire heureusement, la semaine dernière, jeudi dernier, quand on a reçu Arafat ici, vous avez vu l'acte que j'ai posé, c'est ça. Des gens sur les réseaux sociaux ont dit non, Philo, non, il a été impoli avec Arafat, il l'a humilié. Non, c'est pas ça en fait. Non, pas du tout. Moi, ce que j'ai vu, c'est que. Voilà, moi j'ai dit, non, c'est-à-dire l'erreur humaine, c'est-à-dire c'est le gardien de trucs, de cimetière, qui est bien placé pour vous dire que l'homme n'est rien. Si le gardien des cimetières peut dire, parce qu'il défie, tu vois, voilà, il défie chaque fois sur le corps. Il dit que les erreurs dans la vie sont les meilleures leçons, je vais dire. Voilà, tu ne peux rien apprendre de la vie si tout est parfait. Vous voyez un peu, il faut à un moment donné que toi, tu bascules, puis tu t'assieds, et puis tu dis, ah, on dit le meilleur conseil de l'homme, c'est l'homme même. Quand il a dit à Arafat ici, Arafat, c'est pas, en fait, et c'est à travers l'acte qu'il a posé, c'est l'acte qu'il a posé qui montre que lui-même là, c'est-à-dire qu'il regrette son acte. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Je ne dirai jamais à cette émission, j'entends rien de cette émission pour faire ma promotion, j'entends rien de la RT pour faire ma promotion. Mais il est revenu. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que j'étais arrêté. Je reviens là-dessus. Je dis, nous formons tous la même famille. Un enfant, il a beau s'égarer, le soir, il rentre à la maison. Et Arafat, il rentre à la maison. Donc ça veut dire qu'il a appris de ses erreurs. C'est pourquoi il est revenu. Donc la vie est tellement simple. La vie est tellement simple. Voilà. Et c'est pas ce qui va sortir. C'est pas ce qui va sortir de ta bouche qui montre que toi, tu as changé. Non. Ce sont les actes que tu vas poser. Ce sont les actes. Pourquoi moi, j'aime pas trop souvent quand tu fais quelque chose, désolé, surtout les filles là. Quand tu fais un petit truc, elle est là, je suis désolé. Souvent c'est DSL, SM1. Non, je suis désolé, si désolé. Tu es tellement désolé. C'est lui qui diabaté. Voilà. Mais nous tous, elle est désolée là-dedans. Mais j'ai dit, quand tu es tellement dosé, arrive un moment, ça devient des remords. Toi, mais tu dis, j'ai des remords. Remords, c'est quoi? Est-ce qu'on peut mourir et puis remourir encore? Remords. Là, le mot même associé, mais c'est ça. De remords, ça, c'est le réassassinat.
I come out to play. I play mass. This is the season of the year. I put you where I want you. Caribbean Carnival, a Creole Bacchanal. I ain't care watching me. I come out to play. I play mass. All day. This is the season of the year. I put you where I want you here. Caribbean Carnival, a Creole Bacchanal. Juve Barrio Pamete la mena say yo. 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 Le Laba-Laba, c'est donc terminé pour aujourd'hui. L'émission prend ainsi fin. Merci de nous avoir suivis. Et voilà, ce sont des moments inoubliables, ces moments de gaieté, de convivialité que nous partageons chaque jour sur la chaîne nationale ivoirienne. Très bon appétit si vous êtes déjà à table. Et... Mama,